Bonjour à tous, bienvenue sur All New Gen Podcast numéro 89. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Écoute, ça va très bien. On conclut cette petite série de prise de température de nos rivaux de division avec les Cowboys. Et donc on a un invité de marque, Mathieu, bienvenue parmi nous. Salut les gars, merci de me recevoir. Merci à toi de participer à ce podcast, sachant que ça tombe parfaitement bien, puisque nous allons débuter la saison dans quelques jours avec ce match. On a l'habitude maintenant, c'est devenu un peu un classique, de commencer la saison par un Cowboys Giants ou Giants Cowboys. Cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, c'est chez nous, à domicile, on reçoit les Cowboys. Donc ça va être l'occasion aussi de justement de faire éventuellement un petit point sur ce match-là et on va peut-être faire des pronos, on va se lancer tant qu'à faire, vu que Mathieu est là et qu'il va pouvoir nous dire que les Cowboys vont nous marcher dessus. Il faut avouer que sur les dernières saisons, on n'a pas connu beaucoup de victoires contre vous, donc ce serait assez cool qu'on arrive à vous battre. L'année dernière, pour la première fois depuis, c'était combien de temps, Thiergo, qu'on n'avait pas gagné un premier match de saison ? Quasi 10 ans, il y avait un truc, une stat incroyable comme ça. Oui, je sais plus, mais ça faisait très très longtemps, en effet. Donc si on pouvait enchaîner 2 années de suite avec une victoire, et l'année dernière c'était contre les Titans, mais là contre les Cowboys ce serait encore plus magnifique. Sachant que, Mathieu, est-ce que tu te souviens du premier match dans votre nouveau stade ? Oui, je m'en souviens. Alors je me souviens pas exactement de la fin. Je me rappelle qu'ils avaient signé signé des trucs dans le vestiaire, etc. Et c'était ça que je voulais évoquer, c'était que Eli Manning était venu jouer, donc les Giants étaient venus jouer dans votre stade pour votre premier match dans votre nouveau stade. On avait gagné et Eli Manning avait laissé un petit mot et on revoit souvent cette photo sur Twitter parce qu'elle est assez rigolote. Il a signé sur un mur victoire, enfin premier match dans le stade, machin. Donc c'était assez rigolo. Il est assez marrant, Eli Manning, pour ce genre de truc-là. Ouais. Et apparemment, Jerry Jones a été quand même bon joueur puisqu'il a décidé. Alors je sais pas si il a encadré le truc et l'a laissé la signature où il était, mais en fait, il a conservé la signature d'Eli. Ouais. Alors qu'il aurait pu dire non mais vous m'enlevez ça, vous. Il a été bon joueur de ce côté-là et c'est marrant, ça fait partie des petites piques qu'on se lance entre rivaux. Alors juste avant qu'on enchaîne, Guillaume, parce qu'on l'a pas mentionné en début de podcast, mais Mathieu en fait tient le compte Twitter @DallasCowboysFR. C'est bien ça, hein, Mathieu ? Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc couvre les Cowboys pour la communauté francophone. Si vous ne le suivez pas déjà, n'hésitez pas un seul instant. Ouais, compte créé en 2013 quand même. Bravo, ouais. Belle longévité. Ouais. Il y avait même un blog aussi à un moment. Ouais, il y avait le blog. Alors après, le blog ça s'est arrêté. Moi j'ai repris le compte. Ça fait 6 ans que j'ai repris le compte parce que il y a des fans qui se sont un petit peu lassés peut-être, et donc il y a eu une période d'inactivité et ça fait 5-6 ans que j'ai repris ça. Alors moi je suis pas un animateur hors pair, je suis pas le pro des blagues, etc. pour faire le contenu, mais au moins j'essaie de faire vivre un petit peu la communauté, de donner les nouvelles et quelques analyses sur nos Cowboys. Ouais, c'est très bien fait. En effet, moi ça fait partie des comptes que je suis assidûment. J'ai d'ailleurs ma liste de comptes NFL de la communauté francophone. On en parlait la dernière fois avec les Eagles. On a une communauté qui grandit bien, donc il faut continuer à l'entretenir. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas professionnels, donc ça arrive que certains comptes se ferment, et c'est normal, puisque on vit sur la passion et aussi sur le Patreon. Et donc on voulait le révoquer, puisque je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir Giants, NY Giants FR et le podcast, Only a Giant Podcast, en nous suivant sur le Patreon. Et d'ailleurs, on va remercier Jimmy, Vincent, Guillaume, Yann, Niti, Thomas, Julien, Jérémy et Julien Williams. Il y a 2 Julien, Julien L et Julien Williams, qui font partie des contributeurs, et on les remercie grandement. Et juste, Thiergo, tu peux nous rappeler rapidement comment participer à ce Patreon et soutenir l'ensemble des initiatives Giants que l'on a. Tout simplement, vous allez sur patreon.com/onlygiantpodcast et il y a différents niveaux d'abonnement. Si vous voulez juste faire une contribution ponctuelle, c'est tout à fait possible. Vous vous abonnez, vous attendez d'être débité, et puis vous arrêtez votre abonnement avant que le nouveau mois commence. Et on vous remercie tous pour votre support, vos contributions. Et que vous soyez fan des Giants, des Eagles, des Commanders ou même des Cowboys, vous pouvez participer au Patreon. Oui, c'est vrai. Voilà. L'argent n'a pas d'odeur.
Non, mais c'est très cool et ça, comme on le dit à chaque fois, ça nous permet de gérer tous nos frais qui sont dus au blog, au podcast, etc. Donc c'est très cool et continuez de nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir. Bon Mathieu, on va parler un peu de toi et des Cowboys et on va commencer, Thiergo, si tu le veux bien, par un résumé de la saison passée. Qu'est-ce qu'ont fait les Cowboys? Sans trop spoiler, je dirais que comme d'habitude, ils ont fait une saison solide et ensuite ils se sont écroulés. Mathieu, on va te charrier un peu, on est obligé. Hein. Je suis désolé, Ouais. mais... Alors après, ils ont vraiment une saison très solide, puisque deuxième de la NFC East avec 12 victoires pour 5 défaites sur la troisième saison de McCarthy. Ils ont sweepé les Giants, Comme 2 d'hab. victoires voilà, et défaite en playoff en divisional round comme les Giants, mais eux contre les San Francisco 49ers. Si on s'intéresse un peu globalement à vos deux escouades, j'ai l'impression que vous aviez une attaque qui était entre le top 10, top 15. Ça a été un peu compliqué avec Prescott qui a loupé quelques matchs. Mais mine de rien, Cooper Rush à la tête de votre attaque, ça a quand même bien tourné. Hein. Je crois qu'il a eu seulement une seule défaite. Et puis, côté défense, malgré de très très belles individualités, là, on est plus sur une défense de milieu de tableau. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu, de cette saison? Est-ce que c'est un portrait correct de la saison des Cowboys? Ouais, alors c'est une saison avec un peu des hauts et des bas. Enfin, on peut pas. Enfin, c'est difficile de prendre la saison en fait dans son entièreté parce qu'il y a eu des phases, comme tu le dis. Il y a eu la blessure de Dak dès le premier match. Après toute la période Cooper Rush où on a gagné effectivement. On a juste perdu le dernier match de Cooper Rush qui on jouait contre les Eagles chez eux et de pas tant que ça. Je crois qu'il y avait 8 points d'écart. Mais et donc dans cette période-là, en fait, c'est surtout la défense qui a porté l'équipe, parce que même si Cooper Rush a pas fait beaucoup d'erreurs et a bien tenu son rôle, on avait quand même une attaque qui marchait pas énormément. On marquait environ 20 points de moyenne, quoi. Donc c'est vrai que quand tu dis qu'on a une attaque entre le 10 et 15, faut savoir que quand Dak a été là, on est l'équipe qui a marqué le deuxième plus grand nombre de points, alors que quand c'était Cooper Rush, on était vraiment aux alentours de la 20e place, quoi. Donc, il y a eu ce truc-là. Par contre, la défense n'a pas été régulière forcément toute l'année non plus. Alors, si on regarde que les yards, effectivement, on va se situer au milieu du tableau. Par contre, ça fait la deuxième année de suite et ça n'a pas été fait depuis, il me semble, les années 70 et les Steelers qu'on est en tête des turnovers, donc des interceptions, des fumbles et des choses comme ça. Donc, on avait un peu une défense un peu boomer bust qui était assez friable au niveau de la course, surtout au milieu de la ligne défensive, mais par contre qui était capable de créer beaucoup de turnovers, beaucoup de sacs, et donc il marchait un petit peu sur ce côté bent, don't break, et puis avec surtout des jeux très importants qui retournent un peu un match quand tu as énormément de turnovers comme ça. Et si je dis pas de bêtises, on a retenu, on a entendu beaucoup parler des turnovers aussi en attaque, puisque Prescott a été pas mal intercepté l'an dernier, et il a d'ailleurs fait une sortie en disant qu'il n'aurait pas plus que, je sais pas, 10 interceptions sur cette saison. C'était un truc qui a un peu marqué la saison passée aussi, le fait qu'il crée pas mal de turnovers comme ça. Ouais, bien sûr, Prescott, il a resté 5 matchs, ça veut dire qu'il en a joué 12 et sur 12, il a fait 15 interceptions et donc je crois que c'était numéro 1 de la ligue ou numéro 2. En tout cas, c'est pas du tout dans ses habitudes. Ça, c'est ça le truc. C'est vrai qu'en ce moment, on entend énormément parler de Dak Prescott, ses interceptions, et cetera, surtout dans les médias américains, hein, qui font des shows de quotidien et qui ont besoin de dire des choses. Et puis Exactement. vu que Dallas, c'est l'équipe qui fait la plus parler, donc forcément, on tombe un peu à court de contenu, donc on parle beaucoup de ça. Bon, évidemment, c'était pas hyper rassurant. C'est pas un truc que tu as envie de voir, mais si tu regardes historiquement, c'est pas du tout un problème en fait récurrent chez Dak, hein. C'est quelqu'un qui, au début de la saison 2022, donc avant la saison dernière, il était à un ratio de 2% en fait d'interception par passe lancée. Ça se situait, je crois, 5e ou 6e depuis sa draft dans la NFL. Donc oui, l'année dernière, il y a eu plein d'interceptions, alors pour différentes raisons. Il y a eu des interceptions parce qu'il y a eu pas mal de types passes. Et d'accord, d'ailleurs, la, la phrase de Dak, elle a été un peu changée. En fait, elle n'a pas été bien comprise. En fait, parce qu'il voulait pas donner un nombre maximum d'interceptions qu'il allait faire. En fait, il a dit, je vous garantis qu'il n'y aura pas de type passe interception. C'est-à-dire Mhm. des passes relâchées, déviées, en fait. Touché par un défenseur Voilà, et voilà, intercepté touché par un derrière. Ouais. défenseur ou par un attaquant ou par un receveur, Oui, parce que oui, il y a oui, eu c'est vrai. beaucoup Ouais. de passes en fait
qui arrivaient dans les mains des receveurs et qui n'ont pas été bien captés, qui ont abouti dans les mains d'un défenseur. Donc voilà, il y a eu des analyses. Je me rappelle, il y a eu l'ancien coordinateur offensif des Rams, Mike Martz, qui avait fait une analyse une par une de toutes les interceptions de Dak, en gros en disant que il y en avait beaucoup qui étaient pour les receveurs, il y en avait certaines qui étaient aussi pour le schéma. Donc soit le schéma qui n'était pas bon, ou alors vraiment les joueurs qui couraient pas les bonnes routes. Et il y en avait aussi pour Dak, hein, ça c'est clair. Hein, il a aussi fait un peu des bêtises. Moi, l'avis que j'ai sur Dak, c'est que c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il n'a pas un corps de receveur très fort, il a un peu ce sentiment, il se sent un peu obligé de forcer. Et c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu trop agressif, etc. Et c'est là que les erreurs arrivent. Donc, j'espère que cette année, ça sera résolu parce qu'on a quand même amélioré cette partie-là dans l'effectif. Ça me fait un peu penser, justement, quand tu dis que pas mal de ces interceptions étaient plus liées à des circonstances qui ne dépendaient pas de lui, donc des types passes ou des receveurs qui droppent le ballon. Il me semble que ça devait être en 2009 ou 2010. Eli Manning a mené la ligue avec 25 interceptions. Et donc, en effet, les gens souvent lisent la ligne de stats, ils se disent « Oh là là, c'est catastrophique, etc. » Quand on regardait en détail, tu avais la moitié de ces interceptions qui étaient des passes droppées, des passes complètement qui étaient bien positionnées, mais qui rebondissaient sur le joueur ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et de la part de Dak, cette saison, elle nous a un peu tous surpris, puisqu'il nous a habitués à un autre niveau. Alors, vous avez changé juste, Thiago, tu sais que Jones, on a vécu la même chose il y a quelques années, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, où les receveurs faisaient que de lâcher les ballons et ça se finissait en interception. Bon, ça a quand même bien diminué, puisque l'an dernier, Jones est numéro 1 en termes de non-interception, si on peut dire. Enfin, en tout cas, il a le nombre d'interceptions le plus faible pour X passes lancées. Donc, voilà, il a quand même bien changé cette partie de son jeu. Ouais. Mais justement, vu qu'on parle de Dak, et ça nous permet de faire un peu une transition sur les changements que vous avez eus pendant l'intersaison, vous avez changé de coordinateur offensif. Alors, vu de ma fenêtre, j'avais l'impression que ça tournait quand même plutôt bien avec Kellen Moore, et maintenant vous avez Brian Schottenheimer. Ah, voilà, c'est très mal prononcé, mais c'est pas grave. Schottenheimer. Voilà, Schottenheimer. Comment est-ce que tu vois ce changement et comment est-ce que Dak s'adapte à son nouveau coordinateur? C'est hyper difficile de répondre pour l'instant parce que déjà, on n'a pas vu Dak jouer en pré-saison. Il faut savoir que les Cowboys, c'est l'une des équipes les plus conservatrices à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun starter qui joue. Les seuls contributeurs ou pseudo-starters qui jouent, c'est soit les rookies et les joueurs de deuxième année, mais sinon, on n'a aucun joueur qui joue. Donc c'est difficile à voir à ce niveau-là. Après, il y a les échos des camps. Mais pareil, les camps, c'est toujours compliqué. On n'a pas c'est des vidéos filmées avec un téléphone portable au bord du terrain. Tu peux pas vraiment savoir. Tu peux pas vraiment te fier non plus à tout ce qui est dit, ce qui est rapporté depuis les camps, parce que ça raconte souvent un storytelling en fait par rapport à l'équipe ou ce genre de choses-là. Donc je peux pas vraiment te dire. Tout ce que je peux dire, c'est que clairement, on arrivait quand même un peu à la fin d'une histoire avec Kellen Moore que je trouve aussi bon, mais qui me frustrait aussi pas mal. Donc, alors, est-ce que c'était de sa faute? Est-ce que c'était une sorte de play calling qui lui était imposé par Mike McCarthy? Je peux pas le dire, mais autant je trouve qu'il y avait une partie de son schéma qui était très intéressant, autant je trouve son schéma, il ouvrait pas assez les receveurs en fait tout seul en fait. Il se base un peu trop sur le talent des receveurs pour se démarquer. Beaucoup de routes type slant, type des hitch, vous savez, les comebacks, Ouais. Et bref, moi je trouvais que c'était un petit peu répétitif. Et je pense qu'en fait le divorce il a été un petit peu mutuel. Je pense pas qu'il soit fait spécialement virer, mais je pense que McCarthy voulait pas le garder non plus. Après, d'un autre côté, je pense que McCarthy rentre dans une saison où c'est un peu make or break pour lui. C'est-à-dire que il y a eu la première saison en 2020 avec le Covid et tout ça, pas de camp d'entraînement, pas de pré-saison, vraiment pas la possibilité de mettre en place ce qu'il voulait, enfin juste de travailler, quoi. Donc qui n'a pas été très bonne. Et en plus, il y a eu la blessure de Dak. Et après, sinon, les deux saisons qui suivent, 2021-2022, à chaque fois 12 victoires, à chaque fois playoff. Pas de victoire la première année en playoff. L'année dernière, on fait quand même une belle victoire contre Tom Brady et les Buccaneers. Donc il y a quand même un certain progrès, mais je pense qu'il arrive dans une année où il faut aller encore plus loin en playoff, il faut performer. Et il a voulu reprendre, en fait, parce que c'est Brian Schottenheimer, le coordinateur offensif, mais c'est Mike McCarthy qui va appeler les jeux, en fait. Donc je pense que T'en c'était penses une quoi, toi, de volonté de ça? sa part.
Pareil, c'est assez difficile à dire. Je sais que McCarthy n'est pas spécialement aimé dans la communauté. Je ne sais pas trop pourquoi. Effectivement, ça s'est pas très bien fini avec Rodgers. Malgré tout, à l'époque, je pense que c'était un coordinateur offensif plutôt innovant. C'est quand même le coordinateur qui offensif, enfin, en tant que coordinateur offensif, qui appelait le plus de passes en rapport au run. Vous avez une stat qui est pass over expected, et donc l'équipe des Packers, elle a amené dans cette catégorie pendant toute sa période de Packers. Donc, ouais, après, tu avais quand même Aaron Rodgers, donc ça peut aussi se comprendre que. Oui, bien sûr, j'avais Aaron Rodgers après, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment d'où vient en fait ça. Est-ce que c'était Rodgers qui faisait un peu ce qu'il voulait, qui changeait beaucoup de jeux? Est-ce que c'était une philosophie de sa part? Moi, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que quand au mois de février, McCarthy il fait des déclarations du genre Kellen Moore, il veut enflammer le scoreboard et moi je veux courir, ça c'est bullshit. C'est sûr et certain. On était déjà l'année dernière la 6e équipe qui courait le plus dans les situations neutres. Donc on va pas être encore plus une équipe coureuse cette année. J'y crois pas du tout. Par contre, il y a une sorte de changement de philosophie où il va y avoir des passes un peu plus courtes, des espèces, vous savez, un peu ce que c'est pas mal McCarthy à l'époque, avec des sortes de faux écrans et des passes courtes, où il y a une lecture très rapide en fait pour favoriser la lecture de Dak et l'éviter de faire des erreurs et simplifier un petit peu les choses. Je pense que c'est ça vers quoi on tend, mais avant de voir les matchs, on ne peut pas le dire définitivement. Ouais, c'est sûr. Mais alors, bon, en effet, on ne peut pas trop se prononcer sur ce que ça va donner, ce nouveau schéma offensif. Défensif, vous avez gardé le même coordinateur. Si on s'intéresse justement un peu plus aux joueurs et à la free agency, dans les signatures et les départs que vous avez eus, est-ce qu'il y a eu des transactions particulières qui sont marquantes, selon toi, pour les Cowboys? Ouais, il y en a 2 et effectivement, donc comme d'habitude, hein, Dallas, c'est une équipe qui est très calme, hein, sur au niveau de la free agency, donc pas de grosses signatures. Par contre, nouveauté cette année quand même, c'est les 2 trades qu'on a fait, en attaque, en défense. Donc en attaque pour Brandon Cooks, receveur qui était au Texans, qui a un peu voyagé, qui a commencé aux Saints, qui a été aux Patriots, qui a été ensuite aux Rams et maintenant il y a depuis 2 saisons qui est aux Texans. Et donc on a été chercher pour un 5e tour ou 2 5e tours, je sais plus exactement. Donc ça, c'était une volonté, clairement, après l'année dernière, où globalement, dans les squads de receveurs, il y avait juste CeeDee Lamb qui était performant. Le reste, c'était des no-name et c'était Michael Gallup qui était clairement pas en santé, qui avait le genou encore dans la boîte à gants. Donc ça, c'était la première chose. Et deuxième chose, c'est d'aller chercher Stephon Gilmore, le cornerback, qui jouait aux Colts et qui sortait d'une très bonne saison. Et pareil, qu'on a été chercher pour pas trop cher, c'est des joueurs donc qui sont un petit peu sur la fin, autour de la trentaine. Enfin, Cooks, je crois qu'il a 29 ans, il va avoir 30 ans cette année. Gilmore, il a 32 ans, je crois, mais ancien défenseur de l'année. Et, moi, ça m'a plu en fait ce genre de choses-là, parce que effectivement, je trouve que globalement, aller dépenser beaucoup d'argent sur les free agents, c'est rarement une bonne idée parce qu'on surpaye souvent et il y a énormément de déceptions. Par contre, donner un petit peu de ressources, quelques tours de draft, des 4e tours, des 5e tours, pour aller chercher des vétérans comme ça qui sont pas du tout finis, mais qui sont, on va dire, dans leur 2e partie de carrière, je trouve que c'est des mouvements intéressants. Vous avez perdu un running back aussi. Oui, on a perdu Ezekiel Elliott. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une perte ou si c'est une addition par soustraction. En tout cas, on a bien vu l'année dernière. Non, mais moi, Non, mais t'as raison. Hein. Après, vous aviez un beau duo de running back l'année dernière, mais c'est vrai que c'était pas lui le running back numéro 1. Enfin, clairement, moi, je le trouvais bien moins fort. Pas le meilleur. Non. Ouais. Je suis d'accord. Donc, ouais, effectivement, c'est peut-être finalement pas si une perte que ça. Et surtout qu'il était payé très cher, si je dis pas de bêtises. Il pesait beaucoup dans la balance. Oui, bien sûr. Je crois qu'il avait en termes de cash cette année encore 11 ou 12 millions à être payé. Donc, non, c'est beaucoup trop cher. Surtout quand on voit le marché actuel des running backs. Quoi. Donc, ça, c'est une décision 100% logique. Quoi. Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas de débat. Juste pour revenir sur Brandon Cooks, c'est une transaction moi, que je trouvais vachement bonne pour les Cowboys, moins bonne pour le reste de la ligue. Et en effet, tu disais, il n'a que 29 ans. Alors que moi, quand j'avais vu qu'il n'avait que 29 ans, je me suis dit, non, mais en fait, ça fait 15 ans qu'il est dans la ligue, Brandon Cooks. En fait, non, ça fait pas 15 ans. Ça fait 9 saisons qu'il est dans la ligue. Il a commencé à 21 ans. Et surtout, ce qui est très impressionnant avec ce gars-là, c'est que en 9 ans, il n'a eu que 3 saisons sous 700 yards. Donc, la saison dernière, 699. Sa saison rookie où il a fait 550.
Et en 2019, quand il était chez les Rams, où il a fait un peu moins de 600. Mais sinon, à chaque fois, il tape tout le temps les milliards. C'est quand même une régularité incroyable de la part de ce joueur. Donc, côté offensif, ça va faire un grand bien à Dak. Ouais, ça c'est sûr. On va avoir nos DB qui, comme on l'a vu, on en a déjà parlé, qui sont très jeunes et notamment rookies. Ça va être un gros boulot de couvrir ces 3 receveurs là voilà. Et notamment un truc qui était assez gênant l'an dernier, c'est que CeeDee Lamb il joue beaucoup dans le slot et ça c'était assez relou parce que nous nos corners intérieurs étaient pas très forts. Et là si ce qu'on a vu se confirme avec un Adoree Jackson qui va plutôt dans le slot, ou en tout cas pas mal de rotation à ce niveau-là, ça peut être intéressant pour nous. Mais c'est clair que ça va être un bon test et on va direct être mis à l'épreuve sur cette secondary qui va être jaugée dès le premier match. Juste pour avant de parler de la draft, je voudrais juste parler de 2 petites extensions, parce que vous avez prolongé pas mal de joueurs. Trevon Diggs qui a été prolongé pour pratiquement 100 millions de dollars, ça c'était tout à fait logique. Est-ce qu'on peut juste parler un peu du cas Zach Martin qui a fait un hold-out? Qu'est-ce que tu penses de la situation? Est-ce que tu penses que les Cowboys ont été un peu trop durs ou que lui en a voulu trop? Quel est ton avis sur Zach Martin? Non, je pense qu'en fait, les 2 parties étaient à leur place, quoi. Donc, tu as d'un côté un management, propriétaire, front office, qui essaye de faire le plus d'économies possible. C'est-à-dire que si tu n'es pas obligé de sortir de l'argent, tu vas pas le donner, quoi. Donc, je trouvais leur position assez. J'ai trouvé la position quand même au tout début dure quand même. Il y a eu 1 ou 2 sorties de Jerry Jones qui en gros disait il n'est pas là pour l'instant, mais il va venir. De toute façon, il n'a pas le choix. Je trouvais quand même qu'il n'était pas obligé de dire ça. Après, je comprends la position de Zach Martin, quoi. Le mec, c'est sa 8e saison. Sur 8 saisons, il est 6 fois First Team All-Pro. Je pense que c'est consensus meilleur guard de la ligue. En moyenne, je parle pas saison par saison, mais en tout cas depuis 5-6 ans. Oui, clairement. Donc, voilà, là, il arrive, il a signé un contrat qui était pour 6 ans. Donc, il y a 5 ou 6 ans. Il y a 5 ans, je crois qu'il avait signé ça, l'extension. C'est 14 millions de dollars en moyenne. Maintenant, le marché pour les top guards, c'est 20 millions. C'est normal qu'il commence un peu à tirer la tronche. Donc, ça m'a pas choqué, ni d'un côté ni de l'autre. Et je trouve que la solution, honnêtement, convient à tout le monde. C'est-à-dire que voilà, sur les 2 prochaines saisons, il va être augmenté de 4 millions par saison. Il va toucher 18 millions de moyenne. Ça reste un bargain toujours pour moi. Et puis lui, il a gagné un peu plus d'argent, donc tant mieux, quoi. Voilà, il y a un moment, il y a le salary cap, les finances, etc. Mais tu peux pas raisonner que comme ça, en fait. Quand tu as des joueurs qui sont extraordinaires, qui vont certainement finir au Hall of Fame, tu es quand même obligé de les récompenser, quoi. Et donc, tu peux pas faire la guerre avec une ligne très dure à 100%. Donc, Ouais, voilà, moi, je suis content d'accord. qu'il soit revenu. Et honnêtement, c'est une résolution qui est tout à fait convenable et acceptable pour les 2 parties. Si on enchaîne sur votre draft avec les images dans votre étoile noire, là, la salle, la draft room des Cowboys, toujours très impressionnante, elle est assez spéciale. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé? Comment ça s'est passé cette draft pour vous? On aime bien faire dans le clinquant, hein, Oh, oui, ça c'est clair, ça brille. C'est vrai, c'est l'étoile noire, hein, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Alors j'ai aimé le premier choix de draft, Mazi Smith. Alors pourtant malgré tout en ce moment, il y a pas de très bons retours, vis-à-vis de lui, mais j'ai aimé juste, je parle, juste d'un point de vue processus en fait, le fait d'aller chercher avec un premier tour un joueur de ligne défensive intérieure, un gros bonhomme pour bloquer la course, ça me plaît parce que en fait, ça fait des années qu'on essaye de combler ce poste-là, soit à la draft avec des 4e tours, des 5e tours, ou avec des free agents qu'on va chercher pour 1,5 million la saison, et ça ne marche jamais. Et pour moi, c'était le plus gros défaut de la défense, c'était ça en fait. Tu as beau avoir des pass rushers extraordinaires, tu as beau avoir une escouade derrière en fait de cornerback et de safety surtout solide. Si tu te fais enfoncer tout le temps au milieu, ça bouscule toute ta défense et ça va pas. Donc, moi, j'aime bien le principe en fait de vouloir résoudre ce problème-là avec ton premier choix de draft. Voilà, donc on a été chercher Mazi Smith. Donc c'est un obstacle, un one tech, donc qui est là pour prendre de la place, pour prendre les double teams et pour pas se faire enfoncer sur la ligne au milieu. Donc sur le processus, ça me plaisait bien. Ensuite, on a été chercher Luke Schoonmaker ou Schoonmaker au 2e tour, un Titan.
Là, j'étais plus sceptique parce que moi, j'ai beaucoup confiance en fait dans les Titans qui avaient déjà dans l'effectif. On a laissé partir Dalton Schultz, en fait, c'est l'une des plus grosses pertes, en tout cas, qui parle au plus de monde pendant l'intersaison. Mais moi, j'avais vu de très bonnes choses de la part de Jake Ferguson l'année dernière et un petit peu aussi de Peyton Undershot. Et je pensais qu'on pouvait faire la saison avec ces joueurs-là et je ne trouvais pas le besoin vraiment d'aller chercher un Titan. Surtout que c'est pas un Titan qui est vraiment impressionnant au niveau de la réception. Je pense qu'il va avoir besoin un petit peu de temps pour se développer. Il est arrivé un peu avec une blessure à la voûte plantaire. On va, à mon avis, pas trop le voir cette année parce que justement, là, dans les camps et au premier match de pré-saison, Jake Ferguson, il a été de l'avis de tous excellent. Donc, à ce moment-là, en plus, il y avait un joueur qui a été récupéré juste derrière par les Bills. C'était Osiris Torrance, un guard. Et moi, j'aurais vraiment préféré qu'on aille chercher ce joueur-là. Donc, on verra. L'avenir nous dira qui avait raison. Et j'ai quand même tendance à faire confiance à Dallas pour la draft, surtout au niveau des premiers tours, parce que je pense que dans cet exercice-là, on n'est pas loin d'être les meilleurs depuis une dizaine d'années. Après, les deuxièmes tours, ça par contre, c'est pas la même histoire, donc on verra pour Schoonmaker. Au troisième tour, on a été chercher un linebacker qui s'appelait c'est Overshawn. Malheureusement, il s'est blessé il y a 2 jours pendant le match de pré-saison. Il s'est fait les ligaments croisés, donc on le verra pas. C'est dommage qu'il était très prometteur. C'était le Vraiment, mec beaucoup de de hype. Texas, c'est ça? De Texas, exactement. Donc on s'est pris pas mal de bâches par la communauté college football, la communauté spécialiste draft, dont je ne fais pas partie, pour qui c'était un reach ou ça allait être un bust, etc. En tout cas, il était vraiment très très prometteur pendant le training camp et aussi le premier match de pré-saison où il avait pas mal joué et il y a eu beaucoup d'impact. Voilà, sa saison est terminée. Donc voilà. Bon, après pour le reste, je vais pas aller trop loin, 4e, 5e tour, etc. Ça, Justement, tu fais une transition toute trouvée sur un peu ce training camp et cette pré-saison. Juste avant le podcast, j'étais en train de regarder un peu les articles. Si je dis pas de bêtises, il y a eu des. Bah, tu parlais justement de ce linebacker qui s'est blessé. Il y a eu d'autres blessures. J'ai lu des trucs là. Ça a l'air un peu moyen là en tout cas pas forcément sur ce qui se passe dans le training camp, mais sur le point blessure. Vous en êtes où là sur ça? Parce que je viens de voir un article là-dessus que j'ai pas pu lire, mais ça, ils avaient l'air de dire qu'il y avait pas mal de blessés. Alors non, au contraire, en fait, on a eu un training camp parfait, quasiment. C'est-à-dire que les seuls joueurs qui se sont blessés au début du training camp, c'est Donovan Wilson, le safety. Et c'est pas une blessure grave, il s'est juste blessé aux adducteurs. Et il sera là pour la première semaine. Et sinon, il y avait strictement aucune blessure. Et je pense que ce que tu as lu, c'est par rapport au match de pré-saison. Là, Oui, c'est effectivement, il y a eu ça, 3 exact. blessures. Donc, Ouais. il y a eu Obershawn. Ça, c'est embêtant parce que ça allait quand même malgré tout. Je pense qu'il ne serait pas starter. Parce qu'au niveau du poste de linebacker, c'est Van Der Esch et c'est Clark, le deuxième starter. Mais par contre, ça aurait été un contributeur et en special team et aussi en rotation sur le poste de linebacker. Ça, c'est embêtant. Et les 2 autres blessures qu'il y a eu, c'est Matt Waletzko, qui est le swing tackle, mais c'est une blessure à l'épaule et c'est pas très très grave. Et le dernier, c'est un tight end, rookie undrafted, qui s'est fait les croiser aussi. Pareil, lui, il était prometteur, mais il n'était pas forcément dans les plans d'équipe. Je pense pas qu'il aurait fait les 53. Et donc, voilà, il aurait sûrement fait peut-être la practice squad. Donc Ok, non, non, donc au-delà de ça, rien en de fait, il y trop a eu grave en fait. Ça va, absolument finalement. pas. C'est la première année depuis 4 ans, je crois, que Dak ne rate aucun entraînement. Il a aucun pépin physique. Donc tout se passe bien. Il n'y a aucun joueur majeur qui s'est blessé. Et en fait, avant, comme je te dis, le match de pré-saison de samedi soir contre les Seahawks, il y avait 0-0 inquiétude. Et il n'y avait eu aucun pépin physique pour personne. Et il n'a pas eu de pépin physique, Dak, mais moi j'ai vu beaucoup de vidéos passer. Alors sûrement parce que je suis des gens qui sont supporters des Giants et qui se font un malin plaisir à ne relayer que ça, mais j'ai vu beaucoup de vidéos d'interception pendant ce training camp. Est-ce que c'est juste la vision des rivaux qui est comme ça ou est-ce que c'est la réalité? Il y a eu quelques interceptions, peut-être un peu trop. Alors j'ai entendu 7 moi sur les drills 11 en 11. Je crois que j'ai vu les stats, après c'est non officiel parce que des fois bref, mais j'ai vu je crois 29 touchdowns, 7 interceptions sur les D'accord. drills Bon. d'équipe Et 11 contre 11. En fait, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, ça veut rien dire. Tu es en training Oui, camp, tu es là, tu exact. es en entraînement, tu es là pour essayer des choses, tu es là pour donner ta Exactement, chance un ouais. peu aux Ouais. receveurs de temps en temps. Et d'un autre côté, tu es là aussi un peu pour donner leur chance aux cornerbacks, aux défenseurs, pour qu'ils puissent aussi faire un play, pour qu'ils puissent aussi tenter l'interception. C'est pas le but. Mais si tu vas que sur des trucs hyper safe, etc., c'est pas comme ça que ton attaque elle progresse. Non, puis les Donc coachs moi, vont dire souvent lance la balle, quoi qu'il arrive, on s'en fout, c'est l'entraînement. tout à fait. Si tu la lances pas, bah, tu as juste perdu une rep, donc autant y aller. Quoi. Ouais, je suis d'accord Bah, avec toi. c'est sûr que si tu n'as jamais essayé la passe difficile en training camp,
C'est pas quand tu arrives en semaine 17 et qu'il faut absolument gagner le match que tu vas commencer à le faire. Donc en effet, c'était Victor qui le disait lors du podcast sur l'épisode des Eagles, il a juste titre, les échos du training camp ne sont que les échos du training camp, et ça vaut aussi bien pour le positif que pour le négatif. Donc en effet, tout est à prendre avec un grain de sel. Je suis 100% d'accord. Et vraiment, les interceptions au training camp, mais je ne parle pas pour Dak, je parle vraiment pour tout le monde, pour tous les quarterbacks de la ligue. C'est vraiment un truc, tu peux vraiment pas te fier à ça, c'est n'importe quoi. Je me rappelle, il y a quelques années, je sais plus quel quarterback c'est, je sais plus si c'était Baker Mayfield ou n'importe qui, enfin bref, il avait genre fait les 14 premiers jours de training camp, 0 interception. Il arrive premier match de pré-saison, il en lance 2 en 3 passes. Et il a été nul toute la saison. Donc c'est vraiment, ça veut rien dire. Et au contraire, je pense qu'un mec qui fait 0 interception en training camp, c'est qu'il y a un truc qui va pas en fait dans sa prise de décision, je pense. Et que c'est pas assez agressif. Ouais, c'est possible. Tu as peut-être raison. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres des choses à noter sur ce training camp, des mecs qui sont sortis un peu du lot, qu'on n'attendait pas forcément, ou qu'est-ce que tu as pu entendre un peu sur ce training camp des Cowboys? Ouais, alors qu'ils sortent du lot, oui. Alors qu'on n'attendait pas. De toute façon, moi, c'est ça le plus important pour moi. Quand on parle de training camp, je me moque en fait de savoir que Micah Parsons est dominant. Oui, bien sûr qu'il l'est. Il a détruit tous les. Il a été un peu trop mecs, dominant. Voilà, tous les mecs qu'il a eu en face de lui depuis le début. Effectivement, il y a même un moment, il est à moitié tombé sur Dak où il l'a touché. Enfin bref, il s'est calmé. Enfin, on lui a dit de se calmer un petit peu. Ça m'importe peu parce que je le sais déjà en fait. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le développement des jeunes joueurs. Et donc, les choses positives qui sont sorties, c'est sur Jalen Tolbert, qui est un receveur qu'on avait drafté l'année dernière au 3e tour, qui a fait une saison quasi blanche, vraiment catastrophique, et qui a fait une très belle pré-saison, enfin training camp de pré-saison. Il a joué contre les Seahawks, il a joué 2 drives, il a fait de belles réceptions et plein de positifs sur lui depuis le début du training camp. Ça, c'est bien. Et moi, j'attends en fait de lui, j'attends de Sam Williams aussi, qui est un pass rusher et pareil, qui est pour lequel on a de bons échos. J'espère qu'il va rentrer encore plus dans la rotation au niveau du pass rush et des edge rushers. Et c'est à peu près tout. Voilà, il y a Jake Ferguson, comme j'en parlais, Deron Blount et pas mal de choses. En fait, on a beaucoup de profondeur au niveau du poste de safety. Vous savez que le système de Dan Quinn, c'est un système qui utilise énormément 3 safety à la fois sur le terrain, avec un qui a une position à moitié hybride, linebacker, safety. Ouais, on connaît ça, on a la même chose chez les Giants. Voilà, ils ont chacun des rôles un peu définis, avec c'est souvent par exemple Malik Hooker qui va être le vrai free safety, on va dire, le vrai mec qui est derrière. Et ensuite, entre Donovan Wilson, Jaron Kearse, etc., ça se rapproche plus de la ligne. Ça peut couvrir les Titans. Donc, et on a pas mal on a de la belle profondeur et vraiment des joueurs qui se révèlent. Il y a un joueur qui s'appelle Marquise Bell. Pareil, c'est sa 2e année. Et très, très bons échos au niveau du training camp. Il y a aussi Mukwamu. C'est un peu un hybride entre slot corner et safety aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça les échos du training camp. Et si tu devais justement parler d'un ou plusieurs secteurs du jeu des Cowboys qui t'inquiètent, parce que forcément, en fin de training camp, on est toujours en train de regarder son équipe, on voit beaucoup de positifs, mais il y a toujours une petite partie, on se dit, ah là, de ce côté-là, c'est pas terrible. Quelle serait la faiblesse des Cowboys selon toi? Ouais, j'en ai 2, un de chaque côté du ballon. La faiblesse en attaque, c'est pour moi clairement la ligne offensive. Alors pas forcément les 5 starters en fait, hein, mais on a, je pense, peu de profondeur. Je trouve que la ligne, elle joue pas bien dans les matchs de pré-saison. Là, c'est que les remplaçants et c'est pas bon tout simplement. Et la ligne offensive, bah voilà, ça vieillit, surtout du côté gauche. Il y a Tyron Smith qui reprend son poste de left tackle. Et voilà, ça fait depuis 5 ou 6 ans qu'il n'a pas fait une saison complète. L'année dernière, il s'était blessé en fin de training camp et il était revenu au mois de décembre. Il avait joué à droite parce qu'on avait mis le rookie à gauche, etc. Mais on sent que voilà, c'est un peu la fin pour lui. Et déjà, globalement, je doute un petit peu de son niveau. Je pense que maintenant, même s'il est en santé, c'est plus un top tackle. On est plutôt au milieu en fait de la ligue. Mais après, moi, ça peut me convenir. Mais malheureusement, j'ai peur qu'il ne reste pas parce que l'histoire me dit que c'est pas le cas depuis genre 2016 ou 2017. Et donc voilà, il y a ça. Et comment ça va se passer le jour où il va se blesser? Est-ce que c'est Tyler Smith qui va passer là? Et du coup, qui est-ce qu'on va mettre en poste de guard de gauche?
on n'a pas vraiment de joueurs, on essaye plein de choses, on essaye des anciens tackles pour mettre là, mais je suis pas vraiment, enfin, je suis pas du tout convaincu. En fait, globalement, je pense que notre ligne offensive, si tout le monde reste en bonne santé, allez, c'est une ligne offensive de milieu de tableau. Et s'il y a une ou deux blessures, ça peut être catastrophique. Voilà. C'est marrant parce qu'on a tous les autres équipes qu'on a reçues dans le podcast ont tous dit la même chose et nous-mêmes on dit la même chose aussi de notre équipe. Donc je pense que c'est une maladie chronique en NFL. Il n'y a pas de très bons remplaçants dans les O-line et c'est assez difficile d'être capable de mettre un joueur remplaçant et d'être confiant sur ce qu'il va pouvoir produire. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. En fait, je pense que c'est systémique avec ce qui se passe en NFL maintenant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'entraînement au printemps, même pendant les training camps, il y a beaucoup moins de contacts, ça commence par beaucoup de practice sans contact, enfin sans les équipements, sans les pads ou quoi que ce soit et donc du coup, voilà, juste beaucoup moins de répétitions et c'est beaucoup plus dur de développer des joueurs de ligne offensive remplaçants que ça l'était il y a 10 ou 15 ans. C'est très possible, effectivement. Et du coup, sur la défense, vous avez quoi comme faiblesse? Alors globalement, je suis très confiant pour la défense cette année parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu de départ important, aucun. Euh, on a quand même une défense encore qui est relativement jeune, avec des joueurs en pleine progression, enfin qui vont arriver vraiment au sommet de leur art. On parlait de Micah Parsons. Je pense qu'aujourd'hui, si on demande de choisir un joueur dans la ligue pour commencer votre équipe et qu'on retire tous les quarterbacks, si on est honnête, je pense que c'est le choix évident en fait pour tout le monde. Donc on a avec lui un candidat pour être défenseur de l'année, un joueur qui peut être dominant. Et puis on a pour une fois aussi beaucoup de profondeur. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur au niveau du pass rush. Donc il y a Micah Parsons, il y a des Marcus Lawrence. Je parlais tout à l'heure de Sam Williams. On a toujours Dorrance Armstrong aussi, qui est pareil, qui est un joueur de rotation, mais c'est entre 6 et 10 sacs par saison. On a aussi encore Dante Fowler, donc ça fait quand même beaucoup de profondeur à ce niveau-là. Je parlais tout à l'heure de la profondeur qu'on avait dans le backfield avec les safety. C'est aussi le cas maintenant un peu avec les cornerbacks, avec l'ajout de Gilmore. Évidemment, on n'a pas de blessure, mais quand on regarde les squads sur le papier, Trevon Diggs plus Gilmore, plus Darren Blount, donc, qui était un rookie l'année dernière, qui a fait un taf merveilleux en tant que slot corner et qui a même été obligé d'être déplacé à l'extérieur à la fin de saison où il était un peu moins bon mais qui était bien meilleur que toutes les options qu'on avait, plus Jordan Lewis, plus Mukwamu qui peut jouer aussi dans le slot. Je pense qu'on a une équipe, une escouade défensive riche en talent et avec de la profondeur. Là où on en a moins, où j'ai encore mes doutes, c'est toujours sur l'intérieur de la ligne défensive. Comme j'ai dit, on a recruté Mazi Smith. Pour l'instant, malheureusement, les échos sont pas formidables de sa part, ni au training camp et ni dans ce qu'on a vu dans les 2 matchs de pré-saison, surtout le match de samedi contre les Seahawks, où je l'ai trouvé mauvais, tout simplement. J'ai trouvé inexistant, en fait, fantomatique. Donc, à voir. On avait déjà essayé de solutionner un peu le problème en fin de saison dernière en allant trader pour Jonathan Hankins qui venait des Raiders. Pareil, c'est pas un joueur flashy, c'est un joueur de 30 ans, mais c'est ce genre de profil gros gabarit qui va pas te faire de sac et qui est juste là pour occuper l'espace et juste obliger les coureurs à se déporter vers l'extérieur, etc. Voilà, de pas juste pouvoir te pilonner en plein milieu. Parce que moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire pour une défense. Comme je disais, tu peux avoir plein de talents de partout. Si à chaque fois que ça court au milieu, ça gagne entre 5 et 6 yards, c'est bon, ta défense, elle n'existe plus en fait. Dès que tu vas jouer des grosses attaques avec des grosses lignes offensives et des coureurs talentueux, tu vas te faire démolir. Ah, c'est clair. C'est vrai. Et alors, c'est marrant parce que tu parlais de Micah Parsons au début et on précise que tu n'as pas écouté les épisodes qu'on a enregistrés. Parce que, en fait, donc, on enregistre cet épisode le lundi 21. Il sortira un peu plus tard dans la semaine. Mais on a déjà enregistré l'épisode avec les Commanders. Pas dans la semaine, c'est le mois suivant qui va sortir. Oui, les Commanders et les Eagles. Et à chaque fois, on a posé la question, quels seraient les joueurs que vous prendriez chez les rivaux? Et pour les Cowboys, à chaque fois, la réponse était Micah Parsons. Elle est évidente cette réponse. Bon, il a des habitudes un peu cheloues dans les vestiaires apparemment, mais je sais pas si vous avez entendu cette histoire de quand il était à Penn State et il s'amusait à mettre son sexe sur le front de ses coéquipiers. Mais en dehors de ça, il faut bien reconnaître que le type est absolument monstrueux sur le terrain, que ce soit en pass rush, à la course, en couverture.
Il y avait un peu d'hésitation de certaines équipes justement à cause de son comportement. Et a priori quand même, et ça a l'air de bien se passer, donc c'était peut-être pas forcément justifié. C'est ce que j'allais dire, c'est que bon, il y a différentes versions sur ce qui s'est passé à la fac. Moi, je suis pas là pour cautionner ça et faire de la défense aveugle en fait de comportement de ce type. C'est pas du tout mon truc. Bon, mais par contre, tout ce que je peux dire, c'est que depuis qu'il est au Cowboys, bah, c'est un joueur qui est irréprochable. C'est un joueur qui est travailleur. On le voit pendant les intersaisons, il s'entraîne, il fait des trucs, il fait de la boxe. Enfin, on sent qu'il est vraiment motivé pour atteindre le meilleur de son potentiel et que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, enfin, il pose pas de problème. Donc voilà, moi ce que je regarde juste, c'est ça. C'est même son humainement, truc, son apport au niveau de, ouais, au niveau humainement, sincèrement, je vois pas de problème avec lui depuis qu'il est arrivé chez nous, quoi. J'ai encore vu qu'il disait mais laissez un peu les rookies tranquilles. Moi, au premier match, je me suis fait plier par Tom Brady. J'ai rien compris, j'étais perdu. Et pourtant, maintenant, voilà mon niveau, machin. Donc, il a l'air d'être assez logique, réfléchi et plutôt intelligent finalement comme gars. Donc, écoute, tant mieux. Un discours très positif. Ouais, c'est vrai. Bon, on approche de la fin de ce podcast passionnant. L'une des questions qu'on voulait te poser, c'était si tu devais faire une prédiction du classement de la NFC East pour 2023, qu'est-ce que ce serait? Ouais, c'est C'est compliqué à compliqué. dire, hein. Non, c'est franchement compliqué. Moi, je vais dire honnêtement ce que je pense, hein, sans partir d'un classement brut direct, même si je vais donner mon avis à la fin, mais c'est que quand on regarde objectivement, je trouve que malgré tout, il y a eu plus de changements chez les Eagles qu'il y en a eu chez les Cowboys. Je pense qu'on peut objectivement dire qu'on s'est renforcé, alors qu'au moins pour les Eagles, enfin, sans vraiment dire qu'ils ont baissé, qu'ils sont devenus plus mauvais, il y a plus d'interrogations de leur côté en fait. Il y a quand même plus de joueurs qui ont approuvé, il y a quand même plus de vétérans qui sont partis, il y a plus de postes à remplacer. Et même si sur le papier, ils ont des rookies ou des joueurs de deuxième année qui ont beaucoup de talent, tant qu'on n'arrive pas sur le terrain, on peut pas vraiment dire comment ça va marcher. Alors oui, moi je suis d'accord pour Nakobe Dean, pour Jalen Carter qu'ils ont pris à draft cette année, pour le mec qu'ils ont pris, c'est Nolan Smith, je crois aussi en fin de premier tour pass rush. Ouais. Je suis d'accord que c'est une équipe qui a beaucoup de talent, avec une ligne offensive qui est extraordinaire, et donc ça va être difficile. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'année dernière, on a terminé à une victoire ou deux victoires d'eux. On a fait 1-1 contre eux, mais on n'a jamais eu les deux quarterbacks titulaires qui étaient présents dans chacun des matchs. Je pense que c'est serré entre les Eagles et nous pour la première place. Après, pour les Giants, ce qui m'interroge un peu, c'est que j'ai quand même pas l'impression qu'il y a eu énormément de renforts pendant l'intersaison. Je peux me tromper, hein, mais que sur le papier, ce soit pas forcément énormément amélioré. Mais malgré tout, là, on va rentrer dans une saison où il y aura un calendrier qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile que ce que vous avez pu avoir l'année dernière. Et que c'est pour ça que j'ai un petit peu de réserve vis-à-vis de ça. Je dis ça en même temps, j'ai regardé le début de votre match de pré-saison samedi soir. Je ne sais plus contre qui vous jouiez, mais en tout cas, j'ai vu le premier drive et j'ai trouvé ça impressionnant. Contre les Panthers, ouais. Contre les Panthers. Alors, c'est les Panthers. Oui, voilà, tout le monde leur roule dessus en ce moment. Voilà, c'est un peu ça. C'est la pré-saison. Et puis en plus, quand il n'y a qu'un drive qui est joué, on ne sait jamais trop. Est-ce que c'est un drive qui était scripté? Là-bas, c'est souvent les équipes font ça, ils scriptent entre les 10 et 15 premiers jeux de leur attaque. Ouais. C'est sûr. Donc, il y a toujours une différence. On va toujours, en tout cas pour certaines équipes, des différences énormes entre les premiers drives qui sont scriptés et après le reste des matchs. Donc, mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. La connexion qu'il y avait avec Waller et même juste le schéma, la façon de faire les play action, etc. Il y avait toujours un joueur un peu démarqué. J'ai trouvé Daniel Jones intéressant dans son. Enfin, voilà, les passes en courant précises. Donc, de toute façon, moi, je pense que les Giants, pour qu'ils aient une chance cette année, il va falloir que Daniel Jones il passe encore un step. Il va falloir s'appuyer un petit peu plus sur le jeu de passe. Donc, ce qui m'inquiète un petit peu de ce côté-là, c'est que oui, effectivement, il y a Darren Waller. J'espère pour vous qu'il va rester en bonne santé. S'il le reste, ça peut être la cible numéro 1 et ça peut débloquer pas mal de choses dans votre attaque. Par contre, il n'y a pas de receveur. Il n'y a pas de receveur numéro 1 dans cette équipe, quoi. C'est blindé de receveur numéro 2, mais quand on regarde la depth chart, c'est qui les receveurs? C'est Slayton, c'est Hodgins, c'est Paris Campbell. Et voilà, Paris Campbell. Voilà, tout ça, c'est des receveurs qui sont intéressants, mais je pense qu'ils sont bien en tant que dans un rôle de numéro 2, numéro 3, en fait. Ah bah, t'es obligé d'avoir des schémas de jeu, et t'en parlais tout à l'heure, et tu disais c'est ce qui manquait à Kellen Moore, d'avoir des schémas de jeu qui sont
parfaitement pensé pour justement isoler au minimum ces joueurs-là. On va pas pouvoir se baser sur la capacité intrinsèque des joueurs à se démarquer tout seul. Et il va falloir avoir du schéma qui tient la route. Et a priori, c'est ce que tu as vu dans ce premier drive. C'est exactement ça. Même si ils disent que c'est de la vanilla offense, c'est-à-dire qu'on va évidemment pas montrer l'intégralité de nos jeux. Et c'est vraiment la base de la base qu'on a vu là. Mais c'est ce qu'on va jouer. Et nous, c'est bien entendu sur ça enfin, c'est ce qu'on va espérer puisque tu l'as dit, il n'y a pas de receveur 1, on n'a pas un Justin Jefferson qu'on va envoyer faire n'importe quel tracé. Dans tous les cas, il va se retrouver tout seul. Donc il va falloir jouer là-dessus et c'est a priori ce qu'on espère. Et en tout cas, ça a l'air d'être bien amélioré cette attaque entre l'année dernière et cette année. Donc on verra si ce qu'on a pu entendre se confirme sur le terrain. Mais c'est vrai que, et on en parlait avec Victor des Eagles aussi la dernière fois, Jones, même s'il a montré suffisamment à l'équipe pour obtenir son nouveau contrat, et c'était ça ce qu'il jouait quand Josh Allen est arrivé, il n'a pas prolongé sa 5e année, son option de 5e année parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait sous la main. Jones a mérité ce contrat. Maintenant, c'est pas un méga engagement comme d'autres quarterbacks ont eu pendant comme Jalen Hurts, par exemple. Donc maintenant, en effet, il doit passer à l'étape supérieure dans cette 2e année sous Brian Daboll et Mike Kafka. Et en effet, je te rejoins, on n'a pas fait à part Darren Waller qui est le résultat de ce trade quand on a envoyé Kadarius Toney. Okereke quand même. On a quand même un middle linebacker titulaire. Non, mais je te parlais justement que de l'attaque. Niveau attaque, en fait, à part Darren Waller, c'est que des rookies. En effet, en défense, on a Okereke et on a Nacho. Je me rappelle plus. Nunez Roches, mais ça, bon, c'est un joueur de D-line qui sera remplaçant, mais bon, c'est surtout Okereke qui peut changer la donne. Ouais. Ouais. Mais moi, ça me choque pas, en effet, d'avoir Eagles, Cowboys qui se disputent la première place. Et puis après Commanders et Giants derrière. Non, puis ça nous va bien. Moi j'aime bien. Je préfère ce rôle un peu d'outsider. Je trouve ça plus sympa. Ouais, non. Et comme on disait la dernière fois, c'est en effet le programme va être beaucoup plus difficile pour tout le monde puisqu'on affronte des grosses divisions cette année et tout peut se jouer à une seule victoire. On a failli envoyer 4 équipes en play-off l'année dernière. Ça risque d'être un peu plus compliqué cette saison. Mais ça va être encore une fois une belle bataille pour la NFC East. On a pas mal dépassé sur le temps. Je voudrais quand même te demander, puisque tu as parlé un peu de la NFC East, ton prono juste sur ce premier match, puisqu'on est à quelques jours au moment où le podcast va être publié, de ce premier match. Qu'est-ce que tu vois comme qui va l'emporter? Pas forcément un score, mais au moins qui va l'emporter sur ce Giants Cowboys? Honnêtement, vous m'invitez, donc j'ai envie d'être poli, mais quand je regarde l'historique, donc faut rappeler qu'on a quand même gagné les 11 des 12 dernières oppositions face aux Giants. Aïe, aïe, aïe. Donc, non, je pense quand même qu'on est un cran au-dessus, mais je pense pas que ce sera si facile que ça. Première semaine, on a quand même un peu l'habitude d'être un peu rouillé. On se rappelle l'année dernière, Dallas, la première semaine, on a joué contre les Bucks, on s'est fait éclater. L'attaque était nulle part parce que, comme on dit, en fait, nous, on joue jamais un match de pré-saison. Donc, Dak, il prend, à part le training camp, il prend pas un snap des 3 matchs ou des 4 matchs. Maintenant, c'est 3 matchs de pré-saison. Donc, j'ai un peu peur peut-être qu'on soit un peu rouillé au niveau de l'attaque. En plus, ça sera la nouveauté avec le play calling de Mike McCarthy, etc. Ouais. J'annonce quand même une victoire pour nous, mais je suis pas si confiant que ça. Je pense que si on doit gagner, c'est bien qu'on tombe contre vous sur ce premier match où on va avoir des schémas de jeu qui sont inattendus, que personne n'a vu. On a fait un drive avec notre attaque. On va pas en faire beaucoup plus que vous avec notre équipe 1, mais au moins ils auront joué un petit peu. On est à domicile. Notre calendrier par la suite va être très compliqué. On enchaîne beaucoup de matchs en tout début de saison, beaucoup à l'extérieur avec des équipes très fortes. Donc à part le deuxième match qui est contre comment il s'appelle, les Cardinals, sinon ça va être très compliqué. Donc il faut absolument qu'on gagne ce match-là. Ça on peut créer une surprise. Ça me va pas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est très débile comme raison, vous me direz. En fait, je pense que cette saison, il n'y a pas de sweep d'un côté ou de l'autre. Je pense que ça va jouer à une victoire de chaque côté. Moi, je préférais à la limite que les Giants perdent ce premier match parce que le 12 novembre, je vais être à Dallas et je vais être dans le stade. Donc en fait, j'aimerais bien, vu ce que m'a coûté ce ticket, je préférais assister à une victoire, très franchement.
Mais tu t'as pas misé sur le match le plus simple. Hein. Allez les voir à Dallas, laisse tomber. non, J'ai regardé les prix, ça a augmenté. Hein. Moi, j'étais allé en 2015 et j'avais regardé un petit peu cette année au cas où, comme ça, par curiosité. Je sais pas où t'es placé, si t'as pris des bonnes places, si c'est tout en haut, si c'est derrière. Il les a payés 15 000 euros ces places. Il a mis tous. Alors je suis dans le premier. Je suis en bas dans le premier cercle avant le virage. Alors j'ai payé très cher, c'est indécent, j'ose pas le dire au podcast, mais j'ai quand même j'ai cassé la tirelire. Non, ouais, c'est ça. 700, ouais. Ah, mais c'est les prix, hein, c'est les prix. Un peu moins que ça, ça devait être, $500 frais compris. Mais sachant que j'ai aussi payé celui de ma copine, qui elle est complètement désintéressée du truc. Mais, je te rassure, j'avais aussi payé celui de ma copine à l'époque. Mais là, je me suis dit, un match, je pense que s'il y a un stade en NFL, enfin, il y a plusieurs stades mythiques en NFL, mais le stade des Dallas Cowboys avec le méga écran, c'est à voir dans sa vie, je pense. Donc, c'est pour ça que j'ai cassé la tirelire. Ah, maintenant, il y a celui des Rams aussi qui a l'air cool. Hein. Il y a plein de beaux stades, tous les nouveaux, ils ont l'air très beaux. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est pas celui des Giants qui est le plus sympa. Est-ce qu'on s'arrête là, Thiergo, parce qu'on a déjà beaucoup dépassé. On peut très rapidement demander justement à Mathieu s'il devait choisir un joueur dans chaque équipe, qui ce serait. Je vais vous faire plaisir, je vais choisir Andrew Thomas. Bah oui, forcément. Comme les Commanders. On arrive à la fin de l'ère Tyron Smith, et donc ouais, bon, même si il se fait quand même pas mal manger par Micah Parsons, hein. Les 2 matchs l'année dernière. C'est quand même un jeune. Pour moi, c'est le meilleur jeune left tackle de la ligue globalement, quoi, qui a moins de 4 ou 5 ans d'expérience. Donc non, c'est un très bon joueur, et si je devais choisir, je pense que c'est lui que je prendrais de votre côté. Et chez les Eagles et Commanders? J'ai pas trop réfléchi à ça côté Eagles. Ils sont tous nuls, on prend personne. Non, ils ont un très bon effectif, mais en fait, c'est pareil. En fait, je suis en train de regarder dans les points faibles un peu chez nous. Ils n'ont pas vraiment de gros points forts aussi à la place. Par exemple, ils sont pas très forts en linebacker. Je prendrais pas de linebacker chez eux. Au niveau des corners, je pense que ça se joue en fait, et surtout qu'en plus ils ont des corners assez vieux. Donc je vais pas prendre Darius Slay, même si on peut argumenter qu'il est le meilleur entre lui et Diggs. Il n'y a pas de souci, mais en tout cas, il y en a un qui a quasiment 30 ans et l'autre qui en a 24. Donc je vais pas faire de remplacement là. Donc prends-en un qui insulte pas le QB quand même. Parce qu'on a vu l'image de. Ouais, mais ça c'est mais ça c'est pas de l'insulte. C'est normal qu'il y ait de la rivalité, je pense. De la chamaillerie. Ouais, c'est de la chamaillerie, exactement. Il y a aucun souci, hein, je pense, à mon niveau. Ça, c'est encore un truc qui est monté en épingle, et on en fait des gros titres, et voilà, ça occupe les médias pendant 3 jours. Ils sont super contents avec ça, mais. Bon, et les Commanders, alors, si t'as personne chez les Eagles. Et alors, chez les Commanders, qu'est-ce qu'ils ont, les Commanders, ça? On a tous pris le même, chez les Commanders. Vous avez tous pris le même? Un receveur. Nous, on a juste trouvé McLaurin. Ouais, c'est vrai que, oui, chez eux, McLaurin, mais bon, c'est. Vous avez Brandon Cooks, vous n'avez plus besoin de McLaurin, mais c'est vrai que ça fait. Voilà, c'est pas le même niveau. Attends, entre les deux, je préfère quand même largement McLaurin que. Ah non, je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, si aujourd'hui tu devais compléter ton équipe en prenant un joueur d'une autre équipe, tu vas pas reprendre un autre receveur alors que tu as déjà Sidney. Ils ont Payne aussi sur la ligne défensive, puisque tu as besoin de joueurs en ligne défensive. Daron Payne, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aurais pu prendre un joueur de la ligne défensive des Eagles quand même. Leur rookie là. Alors maintenant, Hargraves, il est passé. Ouais, en fait, je prendrais leur rookie. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai. Bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était très intéressant d'avoir ton avis, Mathieu, sur votre équipe, et c'est toujours super cool de recevoir des invités sur notre podcast. Donc on rappelle qu'on te retrouve sur Twitter, c'est @DallasCowboysFR, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, et parfait. Donc le rendez-vous est pris. N'hésitez pas à aller vous abonner à son compte Twitter. Merci d'avoir suivi ces différents épisodes. Vous me trouvez aussi, si jamais. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Vous me trouvez aussi sur @FranceSalary, parce que j'aime bien parler de tout ce qui est contrat et de salary. Ah, c'est toi qui fais ça. Je savais pas. Voilà. Et donc c'est moi qui fais ça. Donc je suis principalement actif, on va dire, pendant l'intersaison du mois de janvier jusqu'au mois de mai, etc. Mais même pendant la saison, quand il y a des prolongations, des petits trucs, je poste quelques trucs sur Twitter. Donc c'est un compte qui me tient à cœur. Tu fais un super job, vraiment, parce que en plus moi aussi j'aime bien regarder les salary cap, voir comment ça fonctionne et tout. Et je me suis dit putain, c'est cool, on a quelqu'un qui fait
ça en français. Bravo. Surtout, je t'ai posé une question l'autre fois sans savoir que c'était toi, donc merci de m'avoir répondu, c'est très cool. Et donc, on vous souhaite une bonne saison à tous, puisque au moment où vous écouterez ce podcast, normalement, la saison sera sur le point de commencer, et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de la victoire des Giants à domicile pour le premier match de la saison contre les Cowboys. Merci de nous avoir suivis, à plus tout le monde, ciao.